Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet à la fois universel et en même temps incroyablement intime, le deuil. C'est une expérience qui nous concerne tous, un moment où la vie bascule, où le sol semble un peu se dérober sous nos pieds. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on s'est penché sur pas mal de sources en fait. Des articles de psychologie, des guides très concrets d'associations comme Empreinte, et aussi des documents sur un aspect qu'on oublie souvent. Comment les enfants et les ados vivent tout ça. L'idée, c'est un peu de cartographier ensemble ce territoire, d'essayer de démêler les grandes théories, de comprendre les situations plus particulières, et puis de voir comment on peut accompagner un proche sans se sentir complètement démuni. En gros, on va se plonger dans ce que Freud, il y a plus d'un siècle, a appelé le travail du deuil. Et on va voir que le mot travail, il n'est pas choisi au hasard. Alors, pour commencer, il y a un modèle que tout le monde connaît, ou presque. C'est devenu presque un cliché. Les fameuses 5 étapes du deuil de la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. Je les rappelle vite fait, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. On commence souvent par le déni, ce moment de choc où on se dit non, c'est pas possible, il y a une erreur. C'est comme si le cerveau mettait la réalité sur pause, quoi, pour nous protéger. C'est un modèle qui a été très puissant parce qu'il a mis des mots sur des émotions que beaucoup de gens ressentaient sans pouvoir les nommer. Mais, et ça les sources insistent énormément là-dessus, c'est aussi un modèle très piégeux. Le plus grand malentendu, c'est de le voir comme un parcours linéaire, une sorte de checklist des émotions. Justement, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'on passe vraiment par ces étapes dans cet ordre-là? Ça me paraissait un peu trop... Trop ordonné, oui. pour un tel chaos. Exactement. Ce n'est pas du tout ça. Ah d'accord. On peut faire des allers-retours, passer de la colère à l'acceptation, puis revenir à une forme de déni, parfois dans la même journée. C'est pour ça que certains spécialistes, comme le psychiatre Christophe Fauré, qui est cité dans nos documents, préfèrent une autre approche. Lui ne parle pas d'étape, mais de temporalité du deuil. C'est beaucoup plus fluide. Et ça ressemble à quoi cette temporalité? Alors, il décrit d'abord un temps de sidération, le choc des premiers jours. Ensuite, il y a une phase de recherche où l'on cherche à maintenir le lien avec le défunt par les souvenirs, les rêves. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. Il parle d'une phase de déstructuration qui arrive souvent 8 à 10 mois plus tard. 8 à 10 mois. Oui, et c'est un moment où, paradoxalement, la douleur peut devenir encore plus aiguë, parce que la réalité de l'absence, elle s'installe pour de bon. Et c'est seulement après ce creux que peut commencer la phase d'intégration, de pacification. C'est fou, parce qu'on s'attendrait à ce que ça aille de mieux en mieux avec le temps, mais là on comprend qu'il peut y avoir une sorte de deuxième choc des mois après, au moment où l'entourage peut-être a déjà repris une vie normale. Ça doit créer un sentiment de décalage terrible. C'est exactement ça. Et pour revenir à Kubler-Ross, il y a un autre point à clarifier, l'étape de dépression. Attention, il ne s'agit pas de la maladie, de la dépression au sens clinique. C'est un vécu dépressif, une tristesse immense, une perte d'élan vital. Et c'est une réaction absolument normale et saine face à la perte. D'accord. Et la dernière étape, l'acceptation, ce mot aussi il peut être mal compris. J'ai lu dans les sources une citation de Nora McKinney qui m'a vraiment marqué. Elle dit que le deuil est une émotion multitâche. Ça change complètement la perspective, non? On peut être l'effondré le matin et rire avec des amis le soir. L'idée, ce serait pas de passer à autre chose, mais plutôt d'avancer avec. La perte devient une partie de nous, comme une cicatrice. Avancer avec, c'est la formule juste. Le deuil ne se termine jamais vraiment. Il se transforme, il s'intègre à notre identité. Et puisque ce n'est pas un chemin tout tracé, j'imagine qu'il y a des situations où le deuil prend des formes encore plus complexes, qui sortent un peu de ce cadre classique. Ah oui, absolument. Les sources parlent par exemple du deuil anticipé. C'est un processus qui commence bien avant le décès. Typiquement quand un proche a une maladie incurable. On commence à faire le deuil de la personne, des projets futurs, tout en devant continuer à s'en occuper au quotidien. C'est une charge émotionnelle énorme. Et dans cette catégorie, il y a un cas encore plus spécifique, le deuil blanc. Le terme est très, très parlant. Oui, il concerne surtout les aidants de personnes atteintes de maladies comme Alzheimer. En fait, ils vivent le deuil de la personnalité de leurs proches. La personne est physiquement là, mais la relation, les souvenirs, tout ça disparaît petit à petit. C'est le deuil d'une personne vivante. C'est d'une complexité terrible. Cette complexité, justement, entre la réaction normale et la souffrance extrême, ça a créé un vrai casse-tête pour les psychiatres, non? Je pense au fameux débat autour du DSM, le manuel de diagnostic. C'est un point central dans nos sources.
Pendant des années, l'ancienne version, le DSM-4, interdisait de diagnostiquer une dépression majeure dans les 2 mois suivant un deuil. C'était le critère d'exclusion du deuil. Une sorte de reconnaissance que la tristesse intense était normale dans ce contexte. Et ça a changé. Oui, et ça a provoqué une controverse immense. La nouvelle version, le DSM-5, a supprimé cette exclusion. Beaucoup de cliniciens ont crié à la médicalisation du deuil, en craignant qu'on ne se mette à prescrire des antidépresseurs pour une réaction humaine qui est parfaitement normale. Alors, concrètement, comment un médecin est censé faire la différence aujourd'hui entre quelqu'un qui est normalement en deuil et quelqu'un qui bascule dans une dépression? Le DSM-5 donne des pistes, même si la frontière est parfois floue. Ce que les sources soulignent, et qui est essentiel, c'est la nature d'émotion. Dans le deuil, l'affect dominant est un sentiment de vide, de perte. La tristesse, elle vient par vagues, souvent déclenchée par un souvenir, mais entre ces vagues, on peut encore ressentir de la joie, de l'humour. Et surtout, l'estime de soi est globalement préservée. D'accord. Et pour la dépression? Dans un épisode dépressif majeur, l'humeur est dépressive de façon constante. Il y a une incapacité persistante à ressentir du plaisir. Les pensées sont plus tournées vers l'autocritique, le pessimisme, l'estime de soi est effondrée. C'est cette persistance qui fait la différence. Et à l'extrême, on trouve ce qu'on appelle le deuil pathologique ou compliqué. Mais il faut vraiment insister là-dessus, ça ne concerne qu'une extrême minorité de personnes. C'est quand le deuil déclenche une véritable maladie, mentale ou physique. On parle de deuil mélancolique, une forme très sévère de dépression, ou de deuil traumatique, souvent après un décès brutal. On a beaucoup parlé des adultes, mais un sujet qui est souvent un angle mort, c'est la manière dont les enfants vivent ça. Les sources étaient fascinantes là-dessus. Elles décrivent presque une chronologie de la compréhension de la mort selon l'âge. Oui, et c'est un point crucial parce que le deuil d'un enfant n'est pas une version miniature du deuil d'un adulte. C'est une expérience complètement différente. Si on commence par les tout petits, les 0-2 ans, là évidemment il n'y a pas de concept de mort. Mais l'absence physique de la figure d'attachement, elle est ressentie très violemment. Le besoin, c'est la routine, la sécurité. C'est le corps qui réagit en fait. Troubles du sommeil, de l'alimentation. Et ensuite, entre 3 et 5 ans, on entre dans ce que les psys appellent la pensée magique. J'ai trouvé ça à la fois touchant et terrible. L'enfant pense que la mort est réversible, comme dans un dessin animé. Il peut attendre que la personne revienne. Mais surtout, il peut se sentir responsable. C'est l'âge où l'enfant croit que ses pensées peuvent influencer le monde. J'ai été en colère contre papy et il est mort. Cette culpabilité peut être dévastatrice si elle n'est pas adressée par les adultes. Exactement. Ça montre à quel point les mots sont importants. Les sources insistent, il faut éviter les métaphores comme « il est parti pour un long voyage » ou « il s'est endormi pour toujours ». Ça peut créer une angoisse terrible de l'endormissement ou de la séparation. Il faut des mots simples, vrais. Plus tard, vers 6-8 ans, la compréhension évolue. L'enfant saisit que la mort est permanente, mais il l'aperçoit comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, surtout aux personnes très âgées. Du coup, la mort d'un camarade ou d'un parent jeune, c'est un choc immense. Ça brise cette croyance. La mort devient une menace personnelle. Si lui est mort, alors moi aussi je peux mourir. La peur de sa propre mort devient très présente. Et après, entre 9 et 12 ans, la compréhension devient plus abstraite. L'enfant sait que tout le monde, y compris lui, va mourir un jour. Et c'est là qu'émergent les grandes questions existentielles, sur l'âme, l'au-delà. Et enfin, les adolescents. Eux, ils ont une compréhension adulte de la mort, mais ils vivent dans une sorte de sentiment d'invulnérabilité. La mort d'un ami, c'est un séisme. Ça vient percuter de plein fouet cette illusion. Les sources notent aussi qu'à cet âge, ils cherchent souvent le soutien de leurs amis plutôt que de leur famille. Et si on connecte tous ces points, il y a une idée fondamentale qui ressort. Le deuil d'un enfant n'est jamais vraiment terminé. Il peut ressurgir des années plus tard. Et ce n'est pas un signe que le travail ne s'est pas fait, au contraire. Ah, ça c'est un point essentiel. Donc, ce n'est pas un problème non résolu si un jeune adulte se remet à pleurer la perte d'un parent mort 10 ans plus tôt. Absolument pas. C'est même un processus sain et normal. En grandissant, sa maturité évolue, donc il va revisiter sa perte sous un nouvel angle. L'enfant de 8 ans pleure le papa qui ne jouera plus avec lui. L'ado de 16 ans pleure le père qui ne le verra pas passer son permis. Le jeune adulte de 25 ans pleure le grand-père que ses propres enfants ne connaîtront jamais. La perte est la même, mais sa signification évolue. C'est très éclairant. Mais comprendre tout ça, c'est une chose. Agir, c'en est une autre. Ça m'amène à la question que tout le monde se pose.
Quand un proche vit ça, comment on peut aider concrètement, sans être maladroit? On a souvent peur de dire la mauvaise chose, alors on ne dit rien, ce qui est parfois pire. C'est la grande difficulté. On se sent impuissant face à la douleur de l'autre. Une des sources de l'association Empreinte propose une approche que j'ai trouvée très intelligente, basée sur 3 questions. La première, c'est « Que s'est-il passé ?» Ça peut sembler intrusif, mais ils expliquent que permettre à la personne de raconter encore et encore, ça aide à user la charge émotionnelle de l'événement. C'est une manière de transformer un trauma indicible en un récit, aussi douloureux soit-il. La deuxième question, c'est « Quel proche a-t-on perdu ?» Là, on change de focus. On ne parle plus de la mort, mais de la vie, de la relation unique qui a été perdue. Qui était cette personne? Qu'est-ce qu'on aimait chez elle? C'est une façon d'honorer le lien, en fait. On ne fait pas le deuil d'une mort, on fait le deuil d'une relation. C'est fondamental comme distinction. Et enfin, la troisième question, pour la durée. Où en est la personne aujourd'hui? Parce que le deuil, ça bouleverse tout. Le sommeil, l'appétit, la vie sociale. Cette question, elle permet de proposer une aide très concrète. Est-ce que je peux t'apporter un repas? Veux-tu qu'on aille marcher? Ce soutien des proches, c'est la première ligne. Mais parfois, ça ne suffit pas, ou la personne a besoin d'un autre espace. Et c'est là que tout l'écosystème de soutien entre en jeu. Les associations, les lignes d'écoute, les groupes d'entraide, les psys. Dans les témoignages, qu'est-ce qui ressort comme étant le plus utile dans ce soutien extérieur? 2 choses, principalement. La première, c'est cité presque mot pour mot par plusieurs personnes juste après la mort. J'avais juste besoin de dire tout ça à quelqu'un sans avoir à me soucier de ce qu'il ou elle ressentait. Quand on parle à un proche, on peut avoir peur de l'alourdir parce que lui aussi est en deuil. Un thérapeute offre un espace neutre. Une écoute sans enjeu, en quelque sorte. Exactement. Et le deuxième point, c'est la normalisation. Un témoignage parlait d'un podcast et disait « Ça m'a permis de réaliser que ce que je ressens est normal. » Entendre que d'autres ont ressenti cette colère, cette culpabilité, ou ce rire qui surgit au milieu des larmes, c'est incroyablement déculpabilisant. Ça brise l'isolement. Si on essaye de résumer, le grand message de toutes ces sources, c'est que le deuil n'est pas une maladie à guérir. Ce n'est pas un problème à résoudre avec des étapes bien définies. C'est un chemin sinueux, unique. Et comprendre ces différentes facettes, qu'il soit anticipé, vécu par un enfant, ou qu'il frôle la dépression, c'est la première étape pour mieux l'accompagner. Et tout ce qu'on vient de dire sur le temps que ça prend, la complexité du processus, ça met en lumière un décalage énorme avec le fonctionnement de notre société. Freud a parlé de travail du deuil. C'est un travail psychique épuisant qui demande une énergie folle. Et on n'a pas vraiment l'espace pour ça. Les sources mentionnent les quelques jours de congé accordés par la loi. C'est dérisoire par rapport à l'ampleur de la tâche. C'est là tout le paradoxe. Même la polémique autour du DSM-5 est révélatrice. On voit bien la tentation de transformer une souffrance humaine en un diagnostic médical, peut-être pour qu'elle soit enfin reconnue socialement, pour qu'elle donne droit à un arrêt de travail. On a besoin d'une étiquette pour légitimer la douleur. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question à laisser en suspens. Je t'écoute. Alors que Freud a qualifié le deuil de travail il y a plus d'un siècle, comment notre société, si obsédée par la productivité et la performance, peut-elle apprendre à créer un véritable espace, non pas médicalisé, mais profondément humain, pour cette tâche essentielle ?